Fin du suspense à Avignon. Jacques Chirac annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle dans une ambiance de meeting. Premier thème développé, la restauration de l'État, le respect de l'autre et le dynamisme économique. Tous les commentaires dans un instant sur cette accélération de la campagne. L'ouverture du procès de Patrice Allègre à Toulouse. Dans le box, le tueur en série a évité le regard des témoins et répondu aux questions sur un ton impassible. Qui est-il vraiment? 3 questions au spécialiste Stéphane Bourgoin. Bonsoir et à tout à l'heure. Scène de guerre et de panique à Gaza. Les avions de chasse israéliens ont bombardé plusieurs installations officielles, dont la prison centrale. Plusieurs détenus islamistes en ont profité pour s'échapper. Les enfants des villes sont trop gros. Une première grande étude sur des élèves de maternelle et de CP montre que l'obésité gagne du terrain, surtout dans les zones défavorisées. Les Jeux Olympiques, controverse sur la glace. Il y aurait trop de sensualité dans le patinage en couple. Les figures trop suggestives seront désormais sanctionnées. En ski, la descente d'âme a été annulée à cause du vent. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Une déclaration de candidature à la présidentielle n'est jamais anodine et on lui prête un impact symbolique très fort. Jacques Chirac a choisi la spontanéité et la surprise aussi. Il n'était que quelques-uns à être dans la confidence. C'était donc en milieu de journée à Avignon. Regardez, c'est sans commentaire comme si vous y étiez. Jacques Chirac répond à une question. Elle est posée par la maire de la ville, Marie-Josée Roig. Depuis quelques jours, je ne peux pas faire un pas hors de chez moi ou de ma mairie, sans qu'on me pose la question. Et je crois que cette question, on se la pose partout en France. Le président va-t-il déclarer sa candidature? Alors, chère Marie-Josée Roig, je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat. Et j'ai voulu le dire au milieu des Français. Je participerai donc au grand débat qui est déjà engagé. Un débat dont je souhaite qu'il soit digne et qu'il soit serein. C'est ce qu'attendent nos compatriotes. Je m'engage donc, je crois en la France, je connais et j'aime les Français, j'ai confiance dans leurs capacités et je suis sûr que tous ensemble, au-delà des idéologies, au-delà des préjugés, au-delà des dogmes, par le dialogue, et dans le respect de chacun, nous pouvons faire gagner la France. Et c'est pour cela que je suis candidat, heureux de vous l'avoir dit, et je vous remercie de votre accueil. Ce déplacement avait fait l'objet de nombreuses rumeurs et démentis. Ce sera un voyage comme les autres, avait finalement assuré l'Élysée ce matin. En fait, Jacques Chirac se serait décidé dans les dernières heures. Sur place, Véronique Saint-Olive, Didier Rocker. Immergé, embrassé, congratulé, enfin dans la bataille, Jacques Chirac est désormais un candidat heureux. De rumeurs en confidence, le secret avait pourtant été bien gardé. Mais l'attente, la pression, une campagne en trompe-l'œil et de mauvais sondages ont poussé le président à hâter le pas. Et l'annonce de la candidature s'est répandue comme une traînée de poudre en Avignon. Moi, je pense que c'est un soulagement pour tout le monde. Et je trouve que c'est un bon démarrage. C'est à nous maintenant de prendre la décision. Ouais. Lui, il a pris la sienne, nous, on prendra la nôtre. 10 heures ce matin, le suspense est encore entier. Aux côtés de Marie-Josée Roig, la tombeuse d'Elisabeth Guigou, dernière municipale, Jacques Chirac occupe le terrain. 2 heures de débat sur l'aide aux PME. Si vous me permettez. Jacques Chirac se veut détendu, mais juste derrière lui, sa fille Claude veille à tout. Elle est l'une des rares dans le secret. Offensif, le président de la République attaque bille en tête le gouvernement. Aujourd'hui, on a un peu le sentiment que la France tourne au ralenti, qu'elle prend du retard par rapport à nos principaux partenaires en Europe et dans le monde. Et surtout que semble, dans les comportements, dans les mœurs, dans les esprits, semble
s'installer comme un certain désordre. Déjà, le candidat peaufine son image. Arrivé hier avec un avion du Glam, Jacques Chirac est rentré ce soir à Paris en train. Il n'a pas oublié son billet. Proche des gens, forcément proche des gens. Rétablir l'autorité de l'État, la sécurité pour tous et même le respect des Français entre eux. Voilà les grandes lignes du projet du candidat Jacques Chirac. Il lui reste un peu plus de 2 mois pour convaincre. Et confirmation de ce que nous disait Véronique Saint-Olive tout à l'heure, à son arrivée gare de Lyon à Paris, c'est bien le candidat Chirac et non plus le président qui a regagné ses appartements. La voiture qu'il a emmenée était un véhicule privé, n'appartenant pas au parc de l'Élysée, a-t-on précisé. Jacques Chirac qui, au passage, vous l'avez vu, s'est offert un bain de foule au milieu des jeunes du RPR venus l'accueillir. Vous l'avez compris, l'annonce de cette candidature a été anticipée. Initialement, le chef de l'État ne devait se déclarer que fin février ou début mars, mais son reflux dans les sondages et un certain flottement dans son camp l'ont décidé à brusquer les choses. Philippe Boissry, Abdelzouyech. Mon boulot, c'est mon boulot. Ce matin, les artisans en charge de l'aménagement du QG de campagne de Jacques Chirac n'étaient pas très loquaces. Pourtant, tout le monde s'activait pour une ouverture dès demain. Alors, tant qu'à avoir un QG, autant avoir un candidat. Mais cela n'explique pas tout. Il faut y aller maintenant. Beaucoup dans l'opposition, comme Nicolas Sarkozy, pressaient Jacques Chirac de se déclarer. Alain Juppé n'était pas sur la même ligne, mais aujourd'hui il se félicite de ce choix personnel. Jacques Chirac a choisi son moment. Et sa décision m'inspire à la fois du respect et de la joie. Plusieurs arguments plaidaient pour ce choix. Il y avait eu d'abord ces réunions nocturnes à l'Élysée des troupes présidentielles. Les critiques n'avaient pas tardé sur un mélange des genres. Puis il y eut le retour de Didier Schuller et des affaires. Si l'on ajoute à cela la sortie très programmée du livre du juge Alphen début mars, on peut penser que Jacques Chirac préférait quitter la défense pour l'attaque. Car dernier argument, de récents sondages montraient une érosion de sa cote, voire une victoire de Lionel Jospin au second tour. Il est plus facile d'accélérer le pas dans des habits de candidat que dans ceux de président. Les réactions maintenant, elles sont évidemment très nombreuses, tant sur le calendrier que sur la déclaration elle-même, réactions rassemblées par notre service politique. Il n'était pas facile pour Jacques Chirac de justifier en effet, de pouvoir prétendre à un nouveau mandat, à un quinquennat, après l'échec d'un septennat. Enfin, le débat démocratique va pouvoir maintenant prendre tournure. Les Français en étaient, il faut bien le dire, très frustrés dans toute la dernière période. Je ne sais pas si M. Chirac est candidat pour lui-même et pour se maintenir au pouvoir, pour se préserver et pour se garantir face à ces turpitudes, ou s'il veut un projet pour la France. Il était temps, ce n'était pas un secret, et par conséquent le fait qu'il officialise sa candidature est une bonne chose. Cela va permettre, je l'espère, l'exposé des projets par les différents candidats. À partir de ce qui n'est pas un scoop, commence à se poser la véritable question de la campagne électorale, celle sur laquelle les Français vont devoir choisir. Il y a les sortants, on les connaît, ils n'ont pas changé, et puis il y a ceux qui portent une relève pour la France. La candidature de Jacques Chirac n'est pas une surprise, elle était attendue, et voilà qui va nous permettre enfin de sortir de l'ambiguïté. Il reste encore un candidat fantôme, c'est Lionel Jospin, je souhaite qu'il se déclare aussi très rapidement. Pour l'instant, il était le président de la République. À partir du moment où il affirme qu'il devient candidat, eh bien, il descend en quelque sorte de son trône et il se met à la hauteur de tous les concurrents, à égalité avec les autres candidats. Arlette Laguillet, elle estime qu'un faux suspense vient de se terminer. C'est la fin d'une comédie et le début d'une autre, dit-elle. Olivier Besancenot pour la LCR parle d'un non-événement. Bruno Maigret pour le MNR se demande une candidature. Pourquoi faire? Dans un instant, on ira à Matignon, voir si cette accélération va en entraîner une autre. D'abord, la longue histoire commune de Jacques Chirac et de l'élection présidentielle. À 69 ans, c'est sa 4e candidature. Jeff Wittenberg. 4 candidatures, 4 styles, 4 lieux. Depuis 1981, Jacques Chirac se lance toujours dans la course, mais jamais vraiment de la même façon. 81, justement, c'est de la place forte, l'hôtel de ville de Paris, et un peu à la manière d'un appel, comme on les affectionne chez les gaullistes, qu'est signée l'entrée en scène du candidat. J'ai estimé
qu'il fallait proposer aux Français une nouvelle voie. Et c'est pour la tracer que je suis aujourd'hui candidat. Le décor de 1988, deuxième candidature, reste très officiel. Jacques Chirac est alors Premier ministre. C'est donc de Matignon, comme si c'était naturel, qu'il franchit le pas. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. 81 et 88 ont été deux échecs. C'est peut-être l'une des leçons qui en aura été tirée. En 95, oubliez Paris, oubliez les palais nationaux. C'est de province, dans un quotidien régional, La Voix du Nord, que Jacques Chirac annonce très tôt, 6 mois avant l'élection, qu'il est candidat. On connaît la suite, une victoire, et l'on découvre aujourd'hui la version 2002. Une nouvelle fois en province, sans solennité particulière, une stratégie qui ne doit évidemment rien au hasard, comme on l'explique dans son camp. C'est naturel, on lui pose la question, il répond avec des mots simples. Parmi les Français, moi j'étais très attaché à ce que le message de proximité soit vraiment fondateur du message du président. 1981-2002, en 21 ans, Jacques Chirac a sans doute appris que la façon d'entrer en campagne était essentielle. Oui, je suis candidat. Bonsoir Gérard Leclerc, vous êtes à Matignon. Bonsoir. Comment réagit-on alors du côté de Lionel Jospin? Est-ce qu'on est prêt là aussi à changer de stratégie? Eh bien, écoutez, aucune réaction à Matignon, mais dans l'entourage, on affiche la sérénité, même si on a été un peu surpris, non par la candidature de Jacques Chirac, mais par son annonce anticipée que l'on met, c'est de bonne guerre, sur le compte de la fébrilité. En tout cas, Lionel Jospin, lui, ne veut pas changer les règles qu'il s'est fixées. Il est Premier ministre et ne sera candidat qu'après la session parlementaire, le 22 février, et en respectant le processus de désignation du Parti socialiste. Alors, cela laisse 15 jours la main à Jacques Chirac pour occuper le terrain, attaquer le gouvernement, faire des propositions, mais les socialistes ne manqueront pas d'y répondre, ainsi éventuellement que Lionel Jospin, par exemple, aux questions à l'Assemblée, ça promet une cohabitation un peu plus tendue encore, dans les conseils des ministres ou dans les tête-à-tête. Enfin, si la pression de la candidature pèse maintenant sur Lionel Jospin, on assure ici qu'il n'y a absolument pas lieu de s'inquiéter. Une campagne présidentielle, me disait un proche, c'est comme une partie d'échecs, qu'il faut observer l'adversaire et au besoin s'adapter. Merci Gérard, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette déclaration de candidature. L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est le début du procès de Patrice Allègre à Toulouse, l'un des tueurs en série les plus redoutables de ces dernières années en France. Il comparaît officiellement pour les meurtres de 5 femmes et le viol d'une 6e. Comme pendant l'instruction, Patrice Allègre n'a exprimé pour cette première journée aucun remords, juste du respect pour les familles des victimes. Sur place, Yasmina Farber, José Boulestex. Patrice Allègre se présente sous un visage humain, le visage de celui que l'on ne craint pas de croiser dans la rue, de celui que l'on ne soupçonne pas d'être un tueur. C'est pourtant lui qui a violé, étranglé, brûlé et parfois torturé. Les joues creusées après 4 ans de prison, le voilà face aux familles qui ont perdu une fille, une sœur, une fiancée. La mère de Martine Mathias craque, l'ouverture de ce procès correspond à une date anniversaire. J'ai perdu Martine aujourd'hui, 5 ans de jour. Très anxieuse également, Émilie, 25 ans. Patrice Allègre l'a violée et tenté de la tuer. Elle est l'unique rescapée. Aujourd'hui, elle a pris de plein fouet toute cette émotion, toute cette peine, tout ce chagrin des autres familles des victimes, en réalisant encore plus ce matin qu'elle était vraiment une miraculée. Allègre ne montre aucune émotion pendant la description des 5 meurtres et 6 viols qui lui sont reprochés. Une épreuve pénible mais nécessaire pour les familles. Il est froid comme la mort finalement. C'est ce que moi j'ai ressenti, quoi. Mais de le voir, ça fait déjà un peu de bien. C'est déjà ça, quoi. Devant la cour, Cécile, l'ex-compagne de Patrice Allègre, la mère de sa fille de 12 ans, raconte 7 ans de malheur, de violence. Allègre reste calme, s'excuse. Mais quand Jackie, un travesti, décrira 10 ans de relations sexuelles, il perdra un peu de son sang-froid. C'est bien la double personnalité de Patrice Allègre. D'un côté, un homme qui n'aime pas parler de sa sexualité. De l'autre, un tueur qui a dit devant la cour d'assises assumer tous les faits qui lui étaient reprochés. Oui, c'est la question qu'on se pose toujours dans ce genre d'affaires. Patrice Allègre est-il fou? Non, répondent les psychiatres et les enquêteurs. Ils parlent d'un prédateur urbain, d'un pervers narcissique et d'absence totale de repères. Merci d'être avec nous, Stéphane Bourgoin. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur les tueurs en série. Vous en avez rencontré beaucoup. D'abord, quelques éléments sur la personnalité de Patrice Allègre avec Olivier Caroff et Florence Bouquilla.
Des larmes dans les yeux de Patrice Allègre. C'était il y a 5 ans, une fois devant les policiers lors d'un interrogatoire et une fois avant, devant Émilie. Il venait de la violer, il était en train de l'étrangler. Poursuivi, elle n'a eu qu'une poignée de secondes et une phrase, une seule. On dira que je me suis fait agresser à la soirée par d'autres gens. Et là, il s'est arrêté, il s'est retourné, il s'est mis à pleurer. Et il m'a supplié de ne pas le dénoncer. Puis après, dans la salle de bain, quand on est arrivé chez son ami, quand je me suis nettoyé la figure parce que j'avais le visage ensanglanté, il m'a dit « Oh là là, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis vraiment désolée. » Enfin, il paraissait vraiment... désolé. Mais bon... À 5 reprises au moins, Patrice Allègre est allé au bout de son geste. À chaque fois, il avait côtoyé les victimes, pris le temps de les connaître. Comment est-il devenu un tueur en série ? Les psychiatres ont cherché la réponse dans son enfance. Ils y ont trouvé un père CRS violent, haï par son fils, et une mère dont les infidélités répétées ont marqué l'enfant, puis l'adolescent. C'est un scénario, je dirais, compliqué, où un enfant se trouve ne pas avoir de sens dans un couple parental et dans une famille au sens large, avec à la fois des épisodes tyranniques sur l'enfant, mais en même temps un laisser-aller total, qui va faire que cet enfant, en grandissant, ne respectera aucune limite. Cette absence de limite le conduit vers la faune des nuits toulousaines, les prostituées, la drogue, l'alcool. Dans ce milieu, Patrice Allègre passe pour un petit caïd, rien de plus. On le dit violent lorsqu'il a bu. Mais il est capable d'offrir un autre visage, celui d'un garçon séduisant. Cette jeune femme l'a hébergé pendant plusieurs jours, sans se douter de rien. Moi, je me souviens de le voir rire, enfin assez... Puis... sociable. Enfin, c'est dur de dire ça, mais assez, voilà, assez blablateur. Maintenant, je voyais pas le monstre, si c'est clair. Derrière, je voyais pas le... Le gendarme Roussel a travaillé pendant des mois sur le cas Patrice Allègre. À lui, le tueur en série s'est brièvement confié. Pour vous, c'est un être humain? J'espère. Vous n'avez pas encore de certitude? La certitude lui appartient. Quel visage Patrice Allègre voudra-t-il montrer aux audiences? La justice s'est donné 10 jours pour aller au bout de l'énigme meurtrière. Stéphane Bourgoin, est-ce que Patrice Allègre correspond à une catégorie identifiée, une catégorie caractéristique de tueur en série? Tout d'abord, je dirais que tous les tueurs en série sont uniques. C'est pas du copier-coller. Dans la quarantaine que j'ai pu rencontrer, aucun ne ressemblait à un autre. Patrice Allègre a un parcours criminel, ancré dans la délinquance dès son plus jeune âge. Problèmes de drogue, d'alcool, chapardage, agression, vol, viol, tout ça on le retrouve chez les tueurs en série. Mais lui, il est assez atypique parce que la plupart des serial killers vont s'attaquer à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Or, dans la plupart des cas, Patrice Allègre choisit des victimes avec lesquelles il entretient une relation, que ce soit une relation amicale ou une relation sentimentale. Est-ce que c'est ce double visage criminel d'un côté, mais séducteur aussi, sociable, on l'entendait de l'autre, qui peut expliquer qu'on ne l'ait pas repéré plus tôt, parce qu'il a effectué quelques mois de prison en 1995, alors qu'il avait déjà commis des crimes? Je dirais que la plupart des serial killers sont très loin de l'image qui nous est renvoyée par le cinéma. Ils ne se baladent pas avec une machette à la main, ils projettent un masque de normalité absolue. Moi, ceux que j'ai pu rencontrer pouvaient être charmants, souriants, discuter, plaisanter avec moi, tout en vous avouant les pires abominations l'instant d'après. On s'aperçoit que tout ceci n'est qu'une façade et que derrière, il n'y a rien du tout. Aucune conscience, aucun remords pour les victimes. Est-ce que, d'après votre expérience, il y a une perspective, non pas de guérison, parce qu'il n'est pas malade au sens propre du terme, mais disons de changement de comportement pour Patrice Allègre? Pour Patrice Allègre, comme pour tous les tueurs en série, il n'y a aucune perspective autre qu'un emprisonnement de longue durée. Depuis le début des années 1900, c'est une statistique personnelle, j'ai repéré 298 tueurs en série qui ont été relâchés à travers le monde, que ce soit parce qu'ils avaient purgé leur perpétuité ou pour un vice de forme ou de procédure. Eh bien, les 298 tueurs en série ont tous récidivé au moins une fois avant de se faire reprendre. À partir de là, il n'y a pas d'autre explication à avoir
sur ce qu'il faut faire avec ces individus dans l'état actuel de la science. Merci Stéphane Bourgoin, merci d'avoir été avec nous. Alors on l'évoquait, très souvent les tueurs ou les violeurs échappent à la police pendant de nombreuses années. C'est peut-être le cas à Louvroil, près de Maubeuge, un village en proie à la psychose, 3 tentatives de viol en un mois. Le mode opératoire est quasiment le même qu'il y a 5 ans, lorsqu'une vingtaine de viols avaient déjà été constatés. La mairie a décidé de prendre les choses en main. Sur place, Nicolas Châteauneuf, Thierry Breton. Où il y a un danger repéré, il faut communiquer au commissariat en disant bon, nous on connaît les recoins. Réunion de crise cet après-midi à la mairie de Louvroil. Madame le maire s'entretient avec la police municipale car en un peu plus d'un mois, la ville a été le théâtre de 3 agressions sexuelles. La dernière date d'il y a 3 jours. Dans cette salle de sport, un homme surprend une employée municipale, la menace d'un couteau et l'entraîne avec violence dans un recoin. Heureusement pour elle, l'arrivée d'une collègue provoque sa fuite, mais aujourd'hui encore, la victime reste choquée. Maintenant, la peur que j'ai, c'est quand on toque à la porte ou alors qu'on parle dans le dos. C'est ça que j'ai plus peur, je crie, je hurle. J'ai la réaction de savoir qu'il y a quelqu'un derrière. Devant la multiplication des agressions, Madame le maire a décidé de réagir et pour mettre fin aux rumeurs, elle a alerté ses concitoyens. Je préfère, moi, donner l'information telle qu'elle est, à partir de la vérité, du concret, et ça va peut-être éliminer une forme de psychose. Depuis vendredi, la ville se mobilise, des patrouilles sillonnent les endroits reculés et les femmes de l'équipe municipale ne sont plus laissées seules. Il y a 4 ans, la région avait connu une vingtaine de viols non élucidés, mais selon la police, il est trop tôt pour établir un lien entre les 2 affaires. En bref, le suicide d'un instituteur d'une école élémentaire privée à Valenciennes. Il avait été mis en examen la semaine dernière pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans et laissé en liberté. 4 garçons ont témoigné dénonçant des faits commis en 95 et en 98. À propos de pédophilie, à suivre ce soir, complément d'enquête. Benoît Duquesne et ses équipes reviennent sur les dernières grandes affaires avec notamment de nouveaux témoignages dans le dossier Émile Louis. La confession d'un islamiste français, Yassine Aknouch, arrêté la semaine dernière, aurait donné aux enquêteurs de précieuses indications sur l'organisation des réseaux en France. On a gagné 1 an, confient les policiers. Audrey Goutard. Aux enquêteurs, Yassine Aknouch raconte tout. Il avoue avoir aidé les terroristes d'Al-Qaïda. Il assurait leur soutien logistique en Europe. Si les policiers français ont pu lui poser les bonnes questions, c'est qu'avant lui, un certain Richard Reed a parlé aux enquêteurs américains. Reed, c'est l'homme aux chaussures piégées du Paris-Miami. Grâce à son témoignage, les policiers français ont décodé sa correspondance sur Internet, des emails expédiés de ce cybercafé parisien. Beaucoup d'autres cartes de visite sont prêtes à être envoyées, écrivait-il à de mystérieux interlocuteurs. Carte de visite en langage codé, ça veut dire explosif. Richard Reed évoquait donc déjà d'autres membres de son réseau prêts à agir. Il les connaît bien, il s'est entraîné avec eux dans le même camp en Afghanistan et les a retrouvés à son retour en Europe. Nizar Trabelsi d'abord. Il projetait un attentat suicide contre l'ambassade des États-Unis à Paris. Richard Reed fréquentait aussi Zacharias Moussaoui. Ils allaient à la même mosquée et se téléphonaient régulièrement, comme le prouvent des écoutes des services secrets britanniques. Avec leur arrestation, les policiers pensent avoir déstabilisé leur réseau en Europe, pour l'instant. L'actualité à l'étranger avec d'abord des représailles militaires israéliennes à Gaza d'une ampleur rarement atteinte ces derniers mois. Représailles qui répondent notamment à l'utilisation de missiles d'un genre nouveau par le Hamas. Sur place, Charles Anderlin, Talal Abouramé. À nouveau, l'escalade. Les chasseurs bombardiers F-16 israéliens sont passés à l'action aujourd'hui à Gaza, en plein centre-ville. Le quartier général des forces palestiniennes a été touché. Là se trouve le service de renseignement de la force 17, la garde rapprochée de Yasser Arafat et les services techniques de la police. Aussi un centre de détention. Il y a des dizaines de blessés, la plupart légèrement atteints. Ces raids interviennent après l'attentat d'hier à Beersheva, au cours duquel 2 femmes soldats ont été tuées, ainsi que les 2 kamikazes palestiniens. Surtout le bombardement de Gaza et la riposte à ces tirs de roquettes effectués par le Hamas en direction du territoire israélien et que le cabinet Sharon considère comme un véritable casus belli.
De nouvelles attaques à la roquette contre une localité israélienne pourraient entraîner la reconquête permanente de certains territoires palestiniens. Mais conséquence des frappes israéliennes à Gaza et ici à Hébron, la foule a pris d'assaut les prisons pour libérer les islamistes. Débordés, la police palestinienne a laissé faire. Et ce soir, Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, se dit consterné par ces bombardements. L'union sacrée contre les États-Unis en Iran, plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues à l'occasion du 23e anniversaire de la révolution islamique. Réformateurs et conservateurs ont appelé ensemble à protester contre les récentes déclarations américaines sur l'axe du mal, un axe qui inclurait Téhéran, selon George Bush. La télévision d'État avait appelé à donner, je cite, un coup de poing à la figure des dirigeants américains. Un procès sans précédent maintenant, celui de Slobodan Milosevic pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre pendant le conflit des Balkans. Il commence demain. Un procès sans précédent car l'ancien président yougoslave n'est pas jugé par la justice de son pays, ni par celle des vainqueurs au sens strict du terme, comme à Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, mais par le tribunal pénal international à La Haye, aux Pays-Bas, où un millier de journalistes sont déjà arrivés. C'est une étape capitale et controversée aussi. On y reviendra dans l'histoire de la justice internationale. D'abord, on va revenir sur les crimes reprochés à Slobodan Milosevic. 10 ans de guerre, 10 ans d'épuration ethnique en Croatie, en Bosnie, au Kosovo. Bernard Lebrun. Dans la crise yougoslave, tout commence et se termine au Kosovo. Quand le leader communiste de Belgrade visite la province, il se proclame le défenseur de la minorité serbe. Plus un Serbe ne sera battu, affirme Slobodan Milosevic. Face aux paysans du berceau historique de la Serbie, il réalise que le nationalisme le portera au pouvoir. 2 ans après, à Kosovo-Polier, 1 million de Serbes viendront célébrer celui qui annonce la suprématie de Belgrade sur la fédération yougoslave. Slobodan Milosevic sera jugé pour son rôle dans 3 conflits. D'abord en Croatie. Quand à l'été 1991, Zagreb proclame son indépendance, Milosevic envoie l'armée fédérale assiéger Vukovar, ville martyre de l'épuration ethnique. Pour la seule Croatie, Milosevic devra répondre de 10 chefs d'inculpation pour crimes contre l'humanité, 13 pour crimes de guerre, dont l'assassinat des 200 malades de l'hôpital de Vukovar. Sarajevo, 43 mois de siège. Le tribunal a ajouté un chef d'inculpation spécifique pour la Bosnie. Crime de génocide contre la population musulmane. Pour les victimes des bombardements de Sarajevo, pour les victimes de l'élimination systématique des hommes parmi la population civile de Srebrenica. Manqueront dans le box des accusés les exécutants, les 2 leaders serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, le général Mladic. 3e conflit pour lequel Slobodan Milosevic sera jugé, ayant provoqué l'exode de 800 000 Albanais du Kosovo. L'acte d'accusation évoque une stratégie planifiée de la terreur et 500 Albanais massacrés, dont les habitants de ce village, Račak. 3 mois de bombardement de la Serbie par l'OTAN précipitent la chute. L'année d'après, Milosevic est battu aux élections. Quand il s'accroche au pouvoir, Belgrade se soulève. Finalement extradé dans les geôles du tribunal de La Haye, Milosevic entend bien faire du box des accusés une tribune pour défendre sa politique. Oui, Slobodan Milosevic ne reconnaît pas la légitimité du tribunal. Pour lui, c'est précisément la justice des vainqueurs. Il refuse d'ailleurs de prendre un avocat, mais il a demandé les conseils de Jacques Vergès, entre autres. Le procès pourrait durer 2 ans. On en reparle bien sûr dès demain. L'heure de vérité pour l'Argentine. La bourse a rouvert ses portes aujourd'hui. Le peso, la monnaie nationale, est à nouveau coté et les particuliers peuvent retirer leur épargne. Pour l'instant, la catastrophe annoncée par certains est évitée. Sur place, Nathalie Moisan, Mathieu Drejoux. Voleurs, rendez-nous nos dollars, crient ces Argentins massés devant cette banque américaine. La fin des restrictions bancaires ce matin n'a pas calmé la colère des épargnants. Spontanément, les habitants de Buenos Aires descendent dans les rues et la colère s'amplifie. Ma fille a déposé toutes ses économies en dollars à la banque. Maintenant, ils veulent lui transformer ses dollars en pesos. C'était toutes ses économies pour acheter un appartement. Résultat, elle n'a plus d'endroit pour vivre. Pendant ce temps, dans le quartier des bureaux de change, la foule s'agglutine en quête de dollars. Les files d'attente à l'extérieur bloquent la circulation. Les Argentins redoutent un effondrement du peso. C'est malheureux, mais je suis obligée d'acheter des dollars pour sauvegarder la valeur de mes économies. Mais comme depuis plusieurs semaines, l'argent manquait, certains font aussi l'opération inverse. J'ai besoin d'acheter des médicaments, alors je viens ici pour vendre mes dollars.
Toute la journée, les Argentins se sont rués sur les bureaux de change. Le peso à la mi-journée résiste face au dollar. Mais le risque d'une forte dévaluation n'est pas écarté pour les prochains jours, car les Argentins qui ont perdu toute confiance dans leur monnaie continuent d'acheter des dollars. Économie toujours, mais en France, ce sera peut-être un des sujets au cœur de la campagne. C'est en tout cas un sujet qui va changer les rapports profondément dans l'entreprise. L'épargne salariale, participation, intéressement, plan d'épargne, qui permettent petit à petit aux salariés de devenir actionnaires. Alors qu'il est, l'épargne salariale représente près de 13 milliards d'euros, à peu près 85 milliards de francs. Mais on prévoit que le chiffre devrait être multiplié par 5 dans les prochaines années, en raison d'abord de la loi Fabius, qui élargit son champ. Et puis, nouveau coup d'accélérateur aujourd'hui, les syndicats s'associent directement au projet en proposant un label pour ces fonds. Explication Émilie Lançon, Joseph Bachtik. Lionel est salarié d'un grand groupe. Grâce à son entreprise qui l'aidera financièrement, demain il pourra aussi se constituer un portefeuille d'actions, mais attention, pas n'importe lesquelles. Ce que l'on souhaite, c'est effectivement garantir dans les entreprises dans lesquelles on va investir qu'il y ait des bonnes conditions de travail, qu'il n'y ait pas l'utilisation d'enfants pour travailler, que ça soit une société où les avancées sociales soient importantes, voire syndicales. Aujourd'hui en France, un salarié sur 4 est actionnaire. Chacun d'entre eux possède en moyenne 13 720 €. Jusqu'ici réservée aux grandes entreprises, cette possibilité sera bientôt offerte aux PME. Pour guider les salariés dans leur choix, les syndicats ont donc décidé de proposer un label. Nous voulons nous mettre dans du long terme et pas seulement dans du coup de bourse à court terme. Le coup de bourse à court terme peut être séduisant pour ceux qui jouent tous les matins. Il n'a rien à voir avec les pratiques nécessaires pour donner une dimension collective à l'épargne des salariés. Même la CGT, pourtant hostile à la bourse, pense que le salarié comme l'entreprise ont tout à y gagner. Ce label destiné à favoriser les entreprises socialement responsables vise aussi à éviter les placements hasardeux du type Enron. La faillite de cette société américaine a fait fondre l'épargne retraite de milliers de salariés du groupe. On reste dans le domaine de l'entreprise et des actions avec cette question. L'apprentissage de la bourse a-t-il sa place à l'école? Jean-Luc Mélenchon, ministre de l'Enseignement, vient d'interdire la participation des élèves à un jeu de gestion des portefeuilles qui avait connu un vif succès. Cela dit, le vrai motif de cette décision est ailleurs. Le jeu était sponsorisé par une banque et le ministère veut limiter la présence des marques, quelles qu'elles soient, à l'école. Hélène Hugues, Claude Poznanski. La bibliothèque du lycée transformée en véritable salle des marchés. Grâce à une grande banque française, ils simulent sur Internet l'achat et la vente d'actions, le tout sous l'œil bienveillant de leur professeur d'histoire géo. Mon souci, c'est de lier mon enseignement avec la pratique de le suivi d'actualité, c'est très important. Et là, c'est vraiment très concret, en même temps c'est ludique, donc effectivement, pour moi, c'est un plus formidable. Ce qui est pas intéressant, c'est la culture générale, et puis ça nous permet de vraiment découvrir un milieu personnellement qui m'était totalement inconnu. Et pourquoi pas, hein, on essaye, et puis on verra bien. De plus en plus, en offrant du matériel pédagogique, les entreprises pénètrent dans les salles de classe. Une pratique que dénonce le gouvernement. Je défends la laïcité de l'école. Je suis donc contre le fait qu'on utilise la masse de la population scolaire pour la conditionner. Mais les lycéens ne sont pas les seules cibles des publicitaires. Un sourire éclatant rend la vie plus belle. Voici un film diffusé dans les écoles primaires par un géant mondial du dentifrice. La vie plus belle. Pour moi, c'est pas de la publicité. C'est, si vous voulez, c'est le nom du réalisateur de ce matériel, tout comme tous les outils qui peuvent rentrer dans une classe et qui sont signés, que ce soit un cahier, un livre, il est quand même signé. I like to eat McDonald's. Mais on est encore loin du matraquage américain où certains enfants apprennent carrément à lire grâce à la pub. Le conflit des médecins, nouvelle négociation aujourd'hui, négociation encourageante puisque la CSMF et sa branche généraliste l'UNOF, opposée à l'augmentation des tarifs proposée par le gouvernement, étaient présentes et ont accepté de poursuivre les pourparlers dans les semaines qui viennent. Cela dit, il n'était pas question aujourd'hui de parler des tarifs de consultation, c'est le cœur du problème. Ce sont les conditions d'installation des médecins et la permanence des soins qui étaient évoquées. La journée sans toubib prévue vendredi prochain par les deux syndicats est donc maintenue.
Le sort des citernes contenant des produits chimiques remorqués en haute mer ce week-end. Les 3 conteneurs ont été débarqués en bon état sur le port de commerce de Brest. La société propriétaire va les prendre en charge. Une première étude, un premier check-up pratiqué à grande échelle sur les enfants âgés de 6 ans. 30 000 enfants auscultés et des enseignements très intéressants, préoccupants peut-être. Les enfants sont trop gros, notamment dans les villes et encore plus dans les zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire les quartiers défavorisés. Delphine Orviller, Philippe Luzzi. Bien manger, c'est, paraît-il, un jeu d'enfant. À en croire en tout cas les conseils des mamans. Quand ils ont faim, ils ont un bout de pain ou des pommes, mais il n'y a pas de chocolat ni de sucreries à la maison. Les chips, les trucs comme ça, c'est pas interdit chez moi. Mais c'est pas tous les jours. Je fais un petit peu attention, mais enfin ça c'est pas une phobie. J'aime beaucoup les friandises parce que je suis d'accord que ça donne beaucoup de caries, mais les enfants particulièrement les aiment bien. Pourtant à l'heure actuelle en France, un enfant sur 7 souffre de surpoids. En 15 ans, on estime que la proportion d'enfants obèses ou en surpoids a doublé et que la proportion de très gros a été multipliée par 5. Nous sommes donc tout à fait sur la pente des courbes de croissance des pays anglo-saxons. Mais on n'est pas tous égaux devant les kilos. Le surpoids concerne 16,6% des jeunes en milieu urbain et moins de 13% en milieu rural. L'explication, c'est le mode de vie sédentaire, c'est-à-dire un manque d'activité physique et de mauvaises habitudes comme le grignotage devant la télévision. Les enfants des milieux défavorisés sont les plus touchés, sans doute parce que les produits à bas prix sont souvent les plus riches en graisse ou en sucre. La vigilance doit donc commencer tôt. La moitié des enfants obèses le restera à l'âge adulte. C'est un film qui pourrait s'appeler « Les gendarmes sont des squatteurs ». Cela se passe à Montréal, un village du Gers, comme dans de nombreuses communes. C'est la municipalité qui loue les locaux à la gendarmerie. Problème, les gendarmes ne payent plus le loyer. Le budget qui leur est imparti serait insuffisant. Juliette Meurin, David Bress, sur place. Juin 95, le maire de Montréal du Gers inaugure la nouvelle gendarmerie. À ce moment-là, il est loin d'imaginer que son locataire va lui apporter quelques soucis. On le voit bien sur le bail qui a été signé à la gendarmerie, il n'y a pas de clause pour les non-paiements, donc ce n'est pas prévu. Ça sous-entend que l'État sera un bon payeur, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et donc bien sûr, je ne me vois pas en train d'expulser les gendarmes ou d'aller chercher d'autres forces de l'ordre pour les expulser, ça serait quand même assez comique. Cette gendarmerie pourrait faire des envieux, près de 200 mètres carrés de locaux de service et 6 jolies maisons pour loger les familles. Une construction qui a coûté à la commune 840 000 €, environ 5,5 millions de francs à l'époque. Je m'estime un peu lésé aujourd'hui d'avoir fait un effort et de me trouver devant des problèmes financiers à cause de l'État, du moins de la gendarmerie, l'État surtout qui ne règle pas les loyers de sa gendarmerie. Et l'État ne règle pas faute de budget suffisant. Il manquait en 2001 115 millions d'euros pour payer les loyers des brigades en France. Les locataires sont tenus de payer leur loyer. Ce soit n'importe qui. Et je trouve que c'est pas logique que l'administration, bon, c'est l'armée, mais elle ne paye pas les loyers. C'est un manque à gagner pour la commune. 25 000 € d'impayés pour un village de 1200 habitants, ça compte. À Montréal du Gers, on risque d'être plus exigeant avec les futurs locataires. Autre querelle avec des conséquences très concrètes pour tous les habitants. À mi-mai, dans les Bouches-du-Rhône, les ordures ne sont plus ramassées depuis 3 semaines et plusieurs autres services municipaux sont paralysés. Motif, la moitié des 60 employés municipaux est en grève. Un conflit qui mobilise maintenant toute la population. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan sur place. Ce pourrait être un petit village tranquille. Mais depuis 3 semaines, mi-mai vit une tempête qui atteint ici son paroxysme. D'un côté la CGT, de l'autre le maire et une partie de la population. Entre les deux les gendarmes et un conflit sur la titularisation de 2 employés municipaux stagiaires. À coups de sonos et d'arguments, les deux camps s'affrontent. Une négociation en quelque sorte à distance. Le personnel gréviste, désireux de faire vraiment évoluer les choses, propose aux élus une prolongation de stage sous certaines conditions. En attendant, les ordures s'amoncellent, comme par exemple sur la place de la Poste, où le maire tient meeting devant 250 citoyens excédés par cette absence temporaire de service public. Je tiendrai bon et je ne titulariserai pas le 28 février. Le dialogue de sourds continue donc, même si chacun a beaucoup donné de la voix. La situation pourrait s'enliser. Dommage pour la tranquillité du petit village.
Les sciences et cette première mondiale, la création d'un globe oculaire artificiel. Prouesse réalisée au Japon, les chercheurs ont fabriqué un œil à partir de cellules souches. Ils l'ont réimplanté sur un tétard. Explication Romuald Bonan, Jean-François Monnier. Ce tétard de 7 jours qui s'agite dans son bouillon de culture est peut-être un pionnier. Grâce à lui, pour la première fois au monde, des chercheurs japonais ont pu fabriquer un œil de toutes pièces. Tout a commencé avec ces cellules prélevées sur des embryons de grenouilles, des cellules souches qui sont indifférenciées, c'est-à-dire que leur fonction pour créer telle ou telle partie du corps de l'animal n'était pas encore définie. En les baignant dans un liquide spécial, ces chercheurs les ont fait évoluer pour créer une cornée, une rétine, mais aussi un nerf optique. Et le succès a été total lorsque cet œil, une fois réimplanté, s'est connecté au système nerveux de l'animal. Pour le moment, on traite les maladies avec des médicaments ou de la chirurgie. Cependant, notre expérience montre qu'il est possible de réparer des parties du corps déficientes en remplaçant des cellules ou des organes. Dans cette quête de la thérapie cellulaire, d'autres animaux intéressent les chercheurs. C'est le cas par exemple des lézards, salamandres ou encore les étoiles de mer, tous capables de reformer une queue, un membre, lorsqu'il a été détruit. Une régénération grâce aux cellules qu'il faut comprendre. Il s'agit d'une médecine appuyée sur véritablement les mécanismes de la vie. Et c'est une médecine qui vise finalement à remplacer pièce pour pièce à l'intérieur du corps des cellules qui ont une fonction particulière. En maîtrisant le fonctionnement des cellules souches, les scientifiques espèrent soigner un jour les diabétiques, les parkinsoniens ou les tétraplégiques. L'ambiance des grands jours à Dunkerque avec l'euphorie du carnaval, la fête au sens premier du terme. Un commentaire Florent Muller qui nous propose d'abord des images de Rio au Brésil et des batailles d'oranges en Italie, un petit tour du monde des carnavals. Le carnaval est affaire de défilés haute couture. Very hot pour cette collection printemps-été présentée par la ville de Rio. Une basse-cour haute en couleurs sous une pluie averse dans le Sambadrome. Les dindons se dandinent, les divinités sont dévêtues et parmi les 100 000 fêtards, un seul mot d'ordre. À Ivrea en Italie, on verse plutôt dans le massacre du printemps. Une joyeuse bataille d'oranges censée figurer un vieux différend moyenâgeux. De nos jours, on dégomme à la grue. Enfin, collection hiver-hiver à Dunkerque, la mêlée de rugby bien féminine fait office de samba. Il pleut des cordes, des cotillons et même des harengs. C'est la spontanéité. Un petit bout. Et puis, le partage. Et le partage. Et c'est le partage. Et c'est le partage. Et c'est le partage. Décidément, de Dunkerque à Rio, fabuloso. Les Jeux Olympiques d'hiver, la descente dames a donc été annulée tout à l'heure pour cause de vent. Un rappel, la première médaille pour la France, médaille d'argent de Doriane Vidal en surf. Cela s'appelle très exactement du half-pipe. Il s'agit de faire les figures les plus belles. Doriane Vidal a 25 ans, elle est originaire de Perpignan. Elle a bien failli manquer la compétition car elle avait raté son taxi. Elle est venue en stop. La polémique du jour, elle concerne le patinage artistique. Pudeur ou pudibonderie, la Fédération internationale estime que certaines figures réalisées par les couples sont trop suggestives. Elles seront désormais pénalisées. Julien Hérichon. Pour du bon patinage, il faut un brin d'émotion et un je ne sais quoi de passion. Mais là où certains voient de la sensualité, d'autres parlent de gestes inconvenants, indécents, en un mot commençant, choquant. C'est ainsi que pour ces 19e Jeux d'hiver, la Fédération internationale a prévenu les couples de patineurs. Ici à Salt Lake City, capitale des Mormons, pas question d'heurter les âmes sensibles. L'oser, le trop osé sera sanctionné. Pour les entraîneurs français, difficile à accepter. C'est un règlement qui est, à mon sens, un peu dépassé. Mais bon, le règlement, quand il existe, on l'applique. Au feu rouge, on passe pas au rouge. Il est donc demandé aux juges de sévir. Le patinage polisson mérite sanction. 0,1 point en moins pour les scabreuses prestations. Sauf que certains estiment la directive bien rétrograde. Quand il y a certaines causes qui s'imposent, moi je ne vois pas pourquoi on banaliserait tout ça. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce règlement.
L'histoire ne dit pas si certains patineurs ont déjà modifié leur programme. Jeu de main au jeu d'hiver, c'est juste un peu de feu sur la glace à Salt Lake City. Football, Zidane, le retour, image d'hier soir. Il a largement contribué à l'écrasante victoire du Real Madrid face à Las Palmas dans le championnat espagnol. 7-0, meneur de jeu décisif. Zidane, vous l'avez vu, a aussi marqué un but. À noter le quintuplé de Morientes. Le Real reprend la tête du championnat. Fin de cette édition à suivre. La météo, Nathalie Riouet, la France coupée en deux. L'info sur France 2, 23h05. Complément d'enquête, Benoît Duquesne. Minuit 50, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 demain, Télématin, Françoise Laborde recevra dans les 4 vérités Philippe Séguin. On se quitte avec des images du Nouvel An chinois, l'avènement de l'année du cheval, images de Hong Kong et de Pékin. À demain.